Chère communauté, bonsoir et bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain, dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Bienvenue à tous. Ce soir, nous allons recevoir un écrivain polyvalent. Il fait plein d'autres choses, il a plusieurs casquettes. C'est Ahmed Benzelliha. Alors, le temps que tout le monde se connecte, bonsoir à tous. Nous attendons quelques secondes. Et je tag notre écrivain Ahmed Benzelliha pour qu'il sache que nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain. Bienvenue à tous, bienvenue tout le monde. Monsieur Ahmed Benzelliha est ici avec nous. Attendant quelques secondes, le temps que la communauté se connecte. Bonsoir à tous et bienvenue dans Club de lecture et Cercle littéraire universel où nous discutons littérature et culture. Bonsoir, Monsieur Ahmed Benzelliha. Bonsoir madame, et puis bonsoir aux internautes de manière générale, et puis en particulier ceux qui ont la chance et le privilège d'être membres de ce cercle privilégié qui, après avoir été algérien, est désormais universel. Je m'en félicite. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Benzelliha. Tout l'honneur est pour nous ce soir de vous recevoir en direct dans ce live. Dans quelques instants, la communauté va se connecter. On attend quelques secondes. J'étais en train bonsoir aux habitués. Donc, Houria Bosdira, qui est écrivaine aussi, Monsieur Ramil Habib aussi, écrivain. Bonsoir à tous. Bonsoir aux dames et aux messieurs qui sont aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Monsieur Ahmed Benzelliha, nous savons que vous êtes un homme très, très occupé. Vous n'avez quasi pas le temps. Vous faites beaucoup de choses en même temps. Moi, je note que vous êtes un linguiste spécialiste en communication. Vous êtes un économiste, un écrivain, donc journaliste algérien et chroniqueur aussi dans les quotidiens. Est-ce que c'est possible de vous présenter à la communauté, à tous ceux qui ne vous connaissent pas encore? Je ne sais pas. Il est toujours difficile de parler de soi-même, disant que je suis je ne sais pas comment me définir, mais disons un Algérien, je pense que c'est la chose la plus importante à mes yeux, qui essaye d'apporter sa contribution. D'abord en ayant des activités diverses, mais en même temps en essayant d'écrire et puis de partager avec tous ceux qui ont de l'intérêt pour l'écriture des idées que je propose à débat, et je pense que il est toujours bon d'aller vers les autres, vers le débat et puis vers l'échange. Je pense que c'est ainsi que je pourrais me définir et me présenter. Justement, Monsieur Ahmed Benzelliha, vous avez plusieurs casquettes. Oui. On va arriver, on va parler de l'écriture et de votre métier d'écrivain, mais Oui. vous êtes aussi journaliste, vous êtes un linguiste spécialiste en communication. Absolument, je suis journaliste depuis fort longtemps, puisque mes premiers articles datent, ça ne me rajeunit pas, datent du début des années 90. J'avais commencé avec le Soir d'Algérie vers 1990, et puis je suis passé à Al-Watan. J'ai travaillé quelque temps à Al-Watan. Et puis, comme j'avais d'autres activités, je rejoins le monde de l'agriculture et de la finance. J'ai pu donc travailler dans ce secteur financier pendant quelques années. J'ai aussi enseigné à l'université notamment. Et puis, à un certain moment, j'ai rejoint
le ministère de la Communication, où je suis toujours en activité jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai exercé entre autres les fonctions de chef de cabinet et d'inspecteur général. Voilà, et en parallèle, j'ai aussi quelques activités au niveau de l'UNESCO. Donc vers 2014, j'ai été élu en plénière au siège de l'UNESCO à Paris comme vice-président du PIDC. Le PIDC est un programme qui s'intéresse au développement de la communication dans le monde. Et puis j'ai aussi je suis toujours le président du comité Mémoire du Monde pour l'Algérie. Nous nous occupons en particulier de la sauvegarde du patrimoine documentaire et ce patrimoine documentaire est très vaste. Il va, si vous voulez, des documents classiques jusqu'aux documents digitaux que nous connaissons aujourd'hui. Voilà si vous voulez, un peu mon parcours, disons, professionnel. J'ai été aussi directeur d'établissements financiers. J'ai travaillé dans les assurances, j'ai travaillé dans la banque, j'ai été chef de département au niveau de Naftal. J'ai été chargé de mission en archivistique au niveau de la wilaya de Constantine. J'ai fait beaucoup de choses, disons que je ne me suis pas ennuyé, mais alors pas du tout, durant ma vie. Et puis, je me suis mis à écrire. Bon, ma relation avec l'écriture date en fait d'il y a très longtemps. Durant, je dirais, pratiquement mon enfance. À un certain moment, j'avais peut-être 9 ou 10 ans. J'étais déjà un fervent lecteur et je m'intéressais beaucoup à la littérature. Et j'avais un oncle, donc un parent, qui, me voyant écrire, enfin lire, et puis écrire quelques tentatives, si vous voulez, de récits, d'historiettes, m'avait encouragé en me disant que si j'arrivais à lui proposer un récit complet, assez intéressant à ses yeux, il m'offrirait en cadeau un mini téléviseur. C'était à l'époque, on était peut-être à la fin des années 70. C'était quelque chose d'extrêmement c'était précieux, important hein, voilà. un cadeau. C'était un cadeau merveilleux pour un enfant comme moi. Et j'avais écrit un récit inspiré des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et le parent en question, mon oncle, Allah yarhamou, il est décédé, avait été très content du récit. Je me souviens que ça ne devait pas dépasser peut-être une vingtaine de pages. Et il m'avait offert un petit téléviseur Sonelec, je m'en souviens très bien, et je l'ai conservé durant de longues années, avant que je le perde de vue. Je ne sais pas, peut-être en déménageant un beau jour, mais il doit être quelque part quand même. Je me souviens très bien de ce petit téléviseur blanc avec la célèbre marque et le logo de la Sonelec. Mais c'est un autre monde, une autre époque. Oui. Exactement, mais c'est un cadeau qui doit être conservé précieusement. Oui, mais malheureusement, vous savez, parfois vous pousse à des ruptures assez brutales. Et donc, on a du mal à rassembler tous les objets qui ont de la valeur. Mais la valeur la plus sûre, c'est celle qu'on porte en soi, c'est celle qu'on a à l'intérieur de soi. En fait, on a les plus beaux cadeaux en son cœur. Et donc, c'était un peu mes premiers pas dans l'écriture. Ensuite, j'ai commencé, je ne me souviens pas très bien, j'ai commencé à faire paraître
quelques nouvelles, quelques courtes nouvelles. Je me souviens d'une nouvelle que j'avais éditée à la fin peut-être des années 80, au milieu des années 80, dans un hebdomadaire qui existait alors et qui avait pour titre Parcours maghrébin. Et j'avais été très content que Parcours maghrébin puisse me consacrer une pleine page avec une nouvelle qui s'intitulait, je m'en souviens encore, en un étrange pays, en mon pays lui-même. Et je reprenais un peu le vers célèbre d'Aragan. Et, et puis, bon, je me suis mis à l'écriture journalistique. Je n'ai pas arrêté pratiquement depuis les années 90, même si j'ai pris mes distances par rapport aux rédactions, mais j'ai toujours été présent en tant que chroniqueur. J'ai été chroniqueur à Al-Watan et puis au quotidien d'Oran au début des années 2000. Et puis je suis revenu vers Al-Watan ces derniers mois, où j'anime une chronique justement littéraire qui paraît chaque samedi. Voilà donc un peu résumé. Et puis en 2004, je pense, en 2004, j'ai publié un premier livre que j'ai publié au niveau d'une maison d'édition oranaise qui a pour nom Dar al-Gharb. Et le livre en question a été consacré à la presse algérienne et s'intitulait Éditoriaux et démocratie. C'est d'ailleurs ce livre qui m'a valu d'être sollicité au niveau du ministère de la Communication. Voilà. Donc, pour l'écriture, c'est ça. Hein. Donc, ça, c'est le premier qui a. Oui, ça, c'est le premier que vous avez édité. Donc, oui, c'était un essai. En 2004. D'accord. En 2004. Ça, c'est le premier. On arrive justement. On va parler de vos ouvrages. Oui. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de la communauté parce que j'ai eu une coupure d'électricité. Nous avons une coupure. Pas évident, oui. C'est les aléas du direct. Donc, nous nous excusons. On va continuer comme ça. Le plus important, c'est que l'auteur, on arrive à voir donc notre cher écrivain. J'espère qu'il n'y a pas de coupure de votre côté ou non plus. Voilà. Alors, nous continuons. Vous avez un sacré parcours, très très beau parcours, Monsieur Ahmed Benzelliha. Ah, merci. Il y a de quoi être fier. Hein. Il y a de quoi être fier. Je ne sais pas, vous savez, ce n'est pas moi qui décide. Il y a, comme vous le savez, du moins les gens qui sont croyants, il y a ce qu'on nomme le destin et c'est finalement le bon Dieu qui nous conduit là où nous sommes. Nous n'avons pratiquement pas de mérite, donc je n'ai pas beaucoup de mérite. Ça, c'est vraiment la modestie, hein, Monsieur Ahmed Benzelliha. Non, ce n'est pas de la modestie, c'est une conviction, je vous le dis du fond du cœur. Donc, je pense que nous n'avons pas véritablement de mérite, et c'est finalement le bon Dieu qui nous mène. Voilà. Très bien. Par rapport, avant de parler de l'écriture, vous avez parlé de votre oncle qui vous a incité à lire. Donc, vous avez été d'abord un bon lecteur. Voilà, vous avez été d'abord. En fait, il m'a plutôt incité à écrire. Quoique, moi, ce que j'admirais chez lui, Allah yarhamou, c'est, disons, son ouverture d'esprit. Il ne m'a jamais, à chaque fois qu'il me voyait fouiner dans les bibliothèques, dans sa bibliothèque personnelle, et puis j'avais des lectures qui n'avaient pas, disons, de limites particulières. À aucun moment il ne m'a, disons, obligé à lire ou à ne pas lire, surtout à ne pas lire tel ou tel livre. C'est d'ailleurs le cas de mon père aussi, Allah yarhamou. À aucun moment je n'ai été conduit à faire comment dirais-je, un choix de lecture particulier. C'était vraiment ouvert et donc je pense qu'on m'a fait confiance. Je les remercie tous deux pour cette confiance.
Et j'ai pu pratiquement lire des livres qui, au premier abord, peut-être ne m'étaient pas destinés, ou du moins ne faisaient pas partie des lectures que pouvait avoir un enfant, après tout. Mais j'ai été un lecteur assez précoce, je dirais, parce que je me souviens même des contes que j'avais lus en premier. J'avais été scolarisé assez précocement, donc vers 3-4 ans. Euh, L'explication est dans le fait que j'avais un grand-père qui était directeur d'école et donc qui m'avait un peu facilité les choses, ou du moins avait facilité les choses à mes parents pour mon inscription. Et donc, je me souviens que lorsque j'étais en première, deuxième année primaire, j'ai fait une école très très classique. C'est l'école Arago qui est connue à Constantine au niveau de la vieille ville. Et c'est une école aussi où disons, il y avait non seulement une bonne formation, mais aussi une école où, disons, il y avait beaucoup de discipline, où il y avait aussi beaucoup disons, il fallait avoir du caractère pour pouvoir, euh, disons, côtoyer l'environnement. Et donc, c'était une école assez dure. Je dirais que très tôt, j'ai été confronté bon, je ne dirais pas à la méchanceté, mais à cette dureté qu'ont les jeunes garçons entre eux. Et puis, je pense que la lecture m'a aidé à forger mon caractère et puis très, très rapidement, je suis devenu un lecteur invétéré. Je lisais d'ailleurs beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je pouvais, par exemple, lire un livre par jour et j'enchaînais à chaque fois. Et j'étais passionné à l'époque par des auteurs qu'on nomme communément, qui ne sont plus de mode, je pense, et qu'on nomme communément de romans de KPDP. Donc il y avait Alexandre Dumas d'un côté, il y avait aussi Victor Hugo, notamment avec ses grands romans, je dirais les Misérables, 93, des Chouans. Et de l'autre côté, il y avait des auteurs moins connus, mais néanmoins qui me passionnaient, qui me passionnent toujours. D'ailleurs, je m'en souviens un peu comme on se souviendrait de vieux amis de Michel Zévaco. C'est quelqu'un qui écrit, à mon avis, de manière extraordinaire. On a beaucoup partagé, Michel Zévaco et moi-même, et en particulier sa célèbre série Les Pardaillants. Et donc, c'est des romans historiques. Et j'ai un peu baigné dans le roman historique. Et puis, pas très loin, disons, ce qu'on nommait un peu le roman d'anticipation, avec un peu Jules Verne et puis des auteurs moins connus. Et puis, très rapidement, je suis passé vers des classiques universels. J'avais lu en premier, ça m'avait marqué, c'est un souvenir impérissable pour moi. J'avais quelque chose comme 12-13 ans. J'avais lu Crime et Châtiment de Fedor Dostoïevski. Et ça m'avait marqué parce que c'était comment dirais-je, euh, une sorte de monde magique. C'est-à-dire que à travers un livre, on pouvait être transporté non seulement dans un autre univers, mais aussi dans d'autres idées, dans une autre manière de vivre les choses, de voir le monde, d'être confronté à des situations qui ne sont pas évidentes pour un adolescent, pour l'adolescent que j'étais à l'époque. Et puis, bon, j'ai lu pratiquement tout ce qui pouvait être lu
dans les bibliothèques, soit à la bibliothèque paternelle. Mon père était passionné lui, de littérature américaine, et donc j'avais lu en particulier Hemingway, et très rapidement, je pense, toujours durant l'adolescence, vers 16, 17 ans, j'ai eu un penchant pour ce qu'on nomme communément les polars. Et donc, il y avait des collections qui avaient cours à l'époque, mais l'accès était complètement différent de celui que nous rencontrons aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, mais il n'y Justement, avait qu'est-ce que pas... vous en pensez? Qu'est-ce que vous en Pardon? pensez? Qu'est-ce que vous en pensez justement de l'accès aux livres aujourd'hui comparant à quelques années en Ben, arrière? nous vivons, j'allais dire, nous vivons une époque extraordinaire. Donc, pour ma part, euh, je suis sur deux époques. En arabe, on dira Mukhadaram. Et puis, lorsque je regarde vers cette époque, comment est-ce que non seulement l'accès aux livres, mais aussi à l'information, au moindre élément informationnel était complexe et difficile. Par exemple, le téléphone n'était pas courant. Le téléphone fixe, hein, n'était pas courant. À la maison, nous n'avions pas de téléphone fixe. Et donc, nous vivons dans deux mondes complètement différents. L'accès à la lecture, je vais vous donner quelques exemples. Il y avait certes la librairie, mais la librairie n'avait que des titres, disons, limités. Il n'y avait pas beaucoup de titres qui étaient commercialisés. En revanche, en parallèle, il y avait ce qu'on nommerait aujourd'hui les bouquinistes. Mais là, on louait les livres. On louait les livres et on pouvait les louer pour, par exemple, une journée ou deux, moyennant finance, bien sûr. On les lisait à la maison et puis on les rendait chez le bouquiniste. Et puis, au troisième palier, il y avait les bibliothèques, mais il y avait très peu de bibliothèques, disons, municipales. Il y avait peut-être, moi je suis originaire de Constantine, à Constantine, il y avait une belle bibliothèque au niveau de ce qu'on nommait à l'époque en parallèle d'autres bibliothèques, mais qui étaient un peu moins pourvues en livres et en particulier en romans, parce que à cet âge, on est surtout intéressé par les romans, par l'évasion, par ce que peut proposer la littérature romanesque. Et donc, pour la location, je louais les livres policiers. Il y avait des collections. Il y avait une collection qui a été très connue, mais que je n'appréciais pas beaucoup. C'est celle des Chase. Chase, oui. Oui, Oui. donc du nom de leur auteur, James Hadley Chase, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais il y Ça, avait en parallèle, effectivement. il y avait d'autres auteurs. Il y avait quelqu'un que Mhm. j'aimais beaucoup qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Oui, Carter Brown. Et oui. c'était quelqu'un je dirais, d'assez exceptionnel parce que euh, il, il avait le talent, finalement, non seulement de bien raconter l'intrigue, de bien dérouler l'intrigue policière, mais en même temps d'être assez intelligent pour proposer des réflexions et puis beaucoup d'humour, un peu à la manière du français San Antonio, mais que je n'appréciais pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il y avait Chester Himes, toujours dans le même Mhm. Oui. ordre d'idées. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, je pense que à un certain moment, il y a eu une collection je dirais moderne, avec des ingrédients un peu plus différents, parce qu'il y avait un peu, disons, un peu d'érotisme. C'est les SAS, c'est connu aussi pour Son Altesse Sérénissime. Et et bon, c'était ce genre de littérature. Bon, certains penseraient que c'est de la sous-littérature, mais en fait, il faut de tout pour faire un monde. Et plus Oui.
plus c'est large, plus c'est étendu, mieux c'est, parce que ça permet disons, de connaître beaucoup de milieux, beaucoup d'univers, et puis de faire la part des choses. Je pense que ça peut contribuer à. Je disais tout à l'heure que l'école, lorsque lorsqu'on est élevé à la dure, elle peut contribuer à forger le caractère. Je pense aussi que la littérature peut le faire aussi, bien sûr, si on est réceptif. On ne peut pas, euh, disons, euh, convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Fiat lux, et la lumière fut. Je disais, je viens donc d'avoir voilà, l'électricité de retour. Mais le plus important, c'est que vous êtes là et franchement, vous expliquez super bien votre parcours professionnel, mais aussi votre amour pour la littérature et pour le livre. Donc, Monsieur Ahmed Ben Zelikha, avant qu'il soit donc écrivain, il était d'abord un grand lecteur. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bonsoir à tous. Nous sommes avec Monsieur Ahmed Ben Zelikha ce soir. Alors, Monsieur Ahmed Ben Zelikha, vous lisiez énormément. Vous avez cité quelques collections. Il y a beaucoup qui se rappellent aussi de ces collections. Maintenant, si on parle de vous en tant qu'écrivain, vous avez à partir, donc, on va dire, de 2004, vous avez édité votre premier livre Oui. et vous avez été donc félicité par le ministère de la Culture, c'est ça? Et c'est Non, ça ce qui non, vous a non, encouragé. je n'ai Oui, pas été félicité. Non, non. oui. J'ai été, ça, j'ai été, disons, sollicité par le ministère Ah, de la Communication. Donc, sollicité pour euh, écrire davantage, c'est non, non, ça? non, non, D'accord. euh, pour rejoindre le ministère. D'accord. Là, c'est plus Voilà, clair. Là, je voilà, comprends mieux. Très bien. voilà. OK. Comme il Est-ce que c'est s'agissait d'un possible de nous essai, rappeler? oui, Oui. comme il s'agissait d'un essai qui était consacré à la presse algérienne, éditoriaux et communication, l'essai en question avait été jugé intéressant, et donc c'est pour un peu expliquer le fait que je puisse rejoindre le ministère à l'époque. Voilà. Ministère. Oui. Euh, donc Et ceci pour, depuis, si vous voulez, et depuis, bon, j'ai continué à écrire avec une grande parenthèse quand même, parce que ce n'est que pratiquement 10 ans après que j'ai écrit mon roman, la Fontaine de Sidi Hassan. La Fontaine de Sidi La Hassan, Fontaine de et puis Sidi ensuite, Hassan. Et puis oui. avec un recueil qui s'intitule Chronique des années 2000, et puis qui reprend un peu tout ce qui passe, tout ce qui m'avait semblé être intéressant dans les années 2000. Donc Chronique des années 2000 avec pour titre L'ère du temps. Et ensuite, ça a été un autre roman avec pour titre La Ruqya de Cervantes. Oui. Voilà. Et bon, pour La Ruqya de Cervantes, c'est un roman que j'ai écrit en particulier en hommage à Cervantes lui-même. Et puis où je me suis essayé disons, d'illustrer le travail romanesque. Comment est-ce que on peut écrire un roman? Comment est-ce que on peut avoir un dialogue avec les personnages? Comment est-ce que les personnages peuvent être euh, nous-mêmes et autres? Et donc il y a une réflexion autour de ça, avec bien Et quelle sûr est la réponse, une. Monsieur Ahmed Ben Zelikha, justement, vous qui avez décidé d'écrire d'écrire des romans? Oui, On voit ici, par exemple, j'ai Elias, oui, un excellent roman donc que j'ai beaucoup apprécié. merci Je vous dirai tout de à l'heure l'appréciation. du style comment est-ce que je trouve votre style. Alors, les dupes. Les Dupes, oui. Et le tout dernier, c'est Rendez-vous au Mont Oh, Saint-Michel. mon Excellent roman. oui. Ça, Merci.
c'est le tout dernier paru l'an dernier, en fait. Voilà. Oui. Et vous avez décidé d'écrire, de commencer un peu cette carrière d'écrivain aussi en parallèle de tout ce que vous Non, faites. pas vraiment, Et pas vraiment. C'est-à-dire que on se dit pas, vous savez, on se dit pas, voilà, je vais commencer une carrière d'écrivain comme si on allait rejoindre un poste de fonction. Non, c'est pas du tout ça. justement, comment vous Ça voyez les obéit choses? à autre chose. Ça obéit, disons, à une envie. Je dirais une envie, un désir. Et on se dit, à un certain moment, on se dit, tiens, j'ai bien envie de parler de ça. Et puis pourquoi est-ce que je ne raconterai pas une histoire qui va évoquer ceci et cela? Et puis ça vient tout seul, c'est aussi simple que ça. Et donc ça n'a rien à voir avec vous avez utilisé le terme de carrière. Euh, Finalement, la carrière n'est pas intéressante. Ça ne devrait intéresser personne parce que c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et pour pas grand-chose vis-à-vis de soi. Je ne parle pas, bien sûr, du sérieux de votre rendement et de vos activités professionnelles. Mais sinon, vous avez à côté ce qu'on nomme le plaisir. Donc le plaisir d'écrire, qui est quelque chose disons, d'inné, de tout à fait naturel, et qui fait que vous vous dites, tiens, je vais écrire un roman. Et puis, ne vous dites pas surtout, voilà, il faut que j'écrive un roman, et puis après, il faudrait que j'écrive un autre roman, et vous prévoyez, par exemple, qu'au bout de tant d'années, vous allez écrire tant de romans. Ça n'obéit pas du tout à cette logique, du moins à mon niveau. Ça obéit tout simplement à une question de plaisir. D'accord. Vous avez envie de faire quelque chose et vous le faites. Justement, vous êtes journaliste, vous avez, avant l'écriture, je dis bien avant l'écriture, avant d'écrire, de décider d'écrire des romans, vous avez Oui, été journaliste et chroniqueur oui, aussi dans oui, le oui, quotidien Al-Watan, hein, à l'époque. Et vous avez oui, repris donc aussi récemment, vous dites. Donc, vous étiez déjà dans l'écriture. oui, Ma question par je rapport l'ai, à l'écriture des romans, Monsieur Ahmed Ben Zelikha, ma oui, question est là. Comment est-ce d'accord, que vous voyez l'écriture des romans par rapport à un journaliste qui très bien, écrit des chroniques techniques, j'ai envie de dire. Hein. très bien. J'ai En une fait, manière technique. oui, oui, je comprends bien. Mais en fait, ce que vous me posez comme question, c'est comment est-ce que, parce que entre l'écriture journalistique et l'écriture romanesque, il y a eu, entre-temps, l'écriture d'essais. Donc, il y a eu des essais, je vous parlais de l'essai intitulé Presse algérienne, éditoriaux et démocratie. Ça n'obéit pas à la même logique. La, L'essai demande de la rigueur, c'est-à-dire de la vérification du travail, de la méthode. Il faut que vous obéissiez à certaines règles, à une certaine logique. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi, entre guillemets. Mais le roman vous donne une liberté absolue en termes d'imagination, en termes de création. Vous êtes libre, bien sûr, vous devez de respecter, et encore, pour ma part, de temps à autre, et je le dis d'ailleurs pour le lecteur qui est attentif, je prends des libertés. Et si vous avez bien lu, et je n'en doute pas, rendez-vous au Mont-Saint-Michel, à un certain moment, il y a un passage où, lorsque le couple est en train de se promener à Ibiza, à un certain moment, vous avez devant eux des gens de théâtre, de théâtre de rue. Et à ce moment-là, il y a un échange et une réflexion autour du théâtre brechtien, de Brecht. Et à un certain moment aussi, un des personnages de cette scénette de rue dit que je suis libre, je n'écris pas comme vous voulez vous, je n'écris pas comme vous voulez que vous lisiez vous, j'écris comme j'ai envie d'écrire. Et donc je prends des libertés
je prends des libertés avec la linéarité, par exemple, du récit, avec les carcans aussi. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'un auteur algérien écrit, par exemple, sur le Mont Saint-Michel. Ce ce n'est pas quelque chose qui est seulement réservé à nos amis outre-Méditerranée. Et puis, pourquoi est-ce que l'inverse est vrai? Pourquoi est-ce que les Européens peuvent se permettre d'écrire sur l'Algérie, sur nous en tant qu'Algériens, et l'inverse n'est pas vrai? Tout Pourquoi à est-ce que fait. nous ne portons pas aussi notre regard d'Algérien? Et ce regard, malheureusement, pour certains milieux européens, est un regard qui gêne. Et ils trouvent que ces milieux-là trouvent que c'est un regard incongru, alors que nous avons été pendant des siècles, au moins pendant un siècle et 30 années, des cobayes, c'est-à-dire des gens, des êtres, un peuple, un pays où il y avait un regard extérieur assez hautain, je dirais, qui se portait sur nous. Et je vous invite, par exemple, à lire les collections qui sont toujours disponibles via certains sites sur la production livresque, y compris une production qui se disait scientifique, ethnographique, sur l'Algérie et sur les Algériens au XIXe siècle. Je vous recommande en particulier le site Gallica, sans lui faire de publicité, mais le fait est là, ce site est un site qui rend beaucoup de services, puisque on peut consulter beaucoup de documents anciens à son niveau. C'est un site qui est lié à la Bibliothèque nationale de France. Et donc, revenant à la liberté, chacun est libre d'écrire comme il veut. Écrire n'est pas un acte qui doit répondre à des critères précis, bien sûr. Il y a toujours, si vous voulez, un marché. L'écriture est aussi un produit comme un autre qui est destiné à un marché, qui est structuré d'une certaine manière et qui doit donc obéir à certains critères de production. Et puis aussi de mise sur le marché et de commercialisation. Mais moi, ce que je défends, c'est une certaine liberté. Et cette liberté n'est pas, disons, seulement une liberté de dire. C'est aussi une liberté de comment agencer, comment choisir ce sujet, comment maintenant, libre au lecteur d'apprécier ou de ne pas apprécier. Et nous avons, je pense, tout un... On a l'impression que on s'imagine comme on s'imaginerait un écrivain idéal, euh, qu'il y ait aussi un lecteur idéal et qui obéirait à un certain modèle, à une certaine image qu'on pourrait se faire de lui. Mais non, il y a beaucoup de lecteurs, il y a des lecteurs de différents milieux, de différentes approches, et puis chacun a sa propre personnalité, chacun a son propre parcours. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, lorsque nous avions évoqué un peu le parcours électoral, lorsque on va, si vous voulez, très jeune vers la lecture, puis on évolue. Il y a aussi le parcours de vie. Nos vies nous conditionnent, nos expériences. C'est pour ça que, par exemple, certains jeunes lecteurs ont du mal à peut-être à identifier certains genres romanesques, certaines caractéristiques, si vous voulez, de la littérature, et parce que peut-être que très jeunes, ils n'ont pas eu, et puis les transformations aussi, il y a eu beaucoup de transformations. Euh, je vous disais tout à l'heure, le monde dans lequel j'ai vécu dans les années 70, 80 et jusqu'aux années 90, peut-être au début des années 90, n'est pas le monde d'aujourd'hui, c'est un monde totalement différent. Et ce monde-là,
ce nouveau monde, j'ai essayé de le décrire, nous revenons un peu vers les romans, dans Les Dupes. Et puis, bon, Les Dupes est un roman qui semble un peu, je dirais, certains ont dit que c'était un roman noir, au sens où il y a eu peut-être un peu de pessimisme. Mais je pense que il n'est pas si pessimiste que ça. Il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'espoir, mais en même temps, c'est un roman qui est réaliste, qui essaie un peu de donner l'image qui se confirme de jour en jour du monde actuel. La même chose avec bien sûr, avec les nuances qui s'imposent au rendez-vous au Mont Saint-Michel. Là aussi, dernièrement, et j'ai partagé comme vous aussi avec des millions de téléspectateurs l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, et puis ce qui s'est ensuivi comme échange, comme débat, je ne veux pas, j'essaie toujours d'éviter, si vous voulez, les débats creux et qui ne rapportent pas grand-chose. Mais ce que nous avons vu, cet échange et puis les divers avis, les diverses opinions aussi, se retrouvent un peu dans, si vous avez bien suivi l'intrigue de Rendez-vous au Mont-Saint-Michel, se retrouve aussi au niveau du roman en question. Certains j'avais imaginé, lorsque j'ai écrit le roman, ce concert ou ce rassemblement particulier au pied du Mont Saint-Michel avec cette mise en spectacle, si vous voulez, des choses, des idées et des hommes, et puis des croyances. Et j'avais l'impression, lorsque j'ai regardé, comme tant d'autres, une partie de l'ouverture donc des Jeux Olympiques de Paris, j'avais l'impression d'avoir devant moi ce que j'avais imaginé pour le roman. Et c'est la même l'impression chose. aussi quand on lit, c'est l'impression que nous avons aussi. Hein. Quand, Eh ben, quand on lit ce roman, je suis heureux finalement que cette impression soit partagée. Ça veut dire que quelque part, j'ai réussi entre guillemets à partager ces aspects avec vous. J'avais oublié, il y a un écrivain que j'aime beaucoup. Lorsque vous me parliez de ma jeunesse, durant ma jeunesse, j'avais aussi été pris de passion à un certain moment pour un écrivain italien qui est connu et qui s'appelle Alberto Moravia. d'accord. Et Oui. en lisant Moravia, j'avais déjà la préoccupation, si vous voulez, je vous disais que ça remonte à loin lorsque j'étais jeune et puis que cet oncle, Allah yarhamou, m'avait proposé d'écrire un court récit. Et je me suis donc toujours intéressé à l'écriture et je me posais la question de savoir qu'est-ce qu'était l'écriture. Et j'essayais un peu, je me disais comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ce que je ressens dans la vie, je puisse le faire passer dans l'écriture, dans un roman. Et j'avais combiné beaucoup de choses. Et j'avais imaginé, par exemple, que il fallait que je puisse, par exemple, comme maintenant, je puisse parler de ma respiration, des petits bruits qui m'entourent, je ne sais pas, du fait que je vous vois, par exemple, hocher la tête, un maximum de détails pour pouvoir décrire une scène. Je me suis dit, c'est pas possible quand même. On peut pas. Il y a eu quand même des tentatives de ce genre, en particulier dans le nouveau roman français. Mais ce qui était intéressant pour moi à l'époque, c'était de trouver comment finalement aller de la réalité vers l'imagination et vers le roman. Et puis à un certain moment, en lisant Moravia, j'ai eu un déclic et je me suis dit, tiens,
finalement, écrire, ce n'est pas imiter la réalité. C'est exactement comme l'art. Plus on, on invente une nouvelle réalité, de nouvelles choses qui rappellent la réalité, mais qui ne sont pas la réalité, et plus on réussit. Et j'avais finalement répondu à ma propre question. Donc, il ne s'agissait pas de copier la réalité, il s'agissait d'inventer une nouvelle réalité, même si on ne peut pas aller au-delà de ce que nous sommes, de notre imagination, de notre imaginaire. Mais il fallait qu'il y ait une coupure avec la réalité. Et donc, c'est peut-être ce qui explique le fait que les romans que j'ai écrits sont toujours assez détachés de la réalité, ou du moins n'abordent pas directement la réalité. On va vers des sujets, par exemple, qui pourraient être des sujets de science-fiction, pour parler de la réalité. On va vers des sujets qui pourraient être du fantastique. C'est le cas de la Roquia de Cervantes. Mais je parle encore de la réalité. On va vers des sujets qui pourraient être, si vous voulez, relevés du roman policier. C'est le cas des deux. L'avancement, l'intrigue, le fait qu'il y ait un objet qui disparaît, le fait qu'il y ait un détective, tout ça fait partie de l'univers du roman policier. Mais en même temps, j'utilise le roman policier pour parler de la réalité, de choses un peu plus, j'allais dire, sérieuses, mais tout est sérieux. Je vous dis que même, je vous disais tout à l'heure que même les romans dits de seconde zone, les polars, étaient tout à fait respectables et contribuaient aussi à faire le bon lecteur. C'est des genres, effectivement. Oui. Oui. C'est des Et genres, puis, il tout à fait. faut faire un monde. Monsieur Ahmed Benzelikha, avant d'entamer justement ma prochaine question par rapport à ce que vous dites, il y a quelques commentaires dans le chat ici. Oui. Donc, il y a beaucoup de, il y a des questions, il y a des commentaires. Alors, il y a Monsieur Omar Khanouf, notre écrivain, il dit il y a de profondes. Notre écrivain et puis un ami précieux, c'est Khanouf. Oui, Omar Khanouf. Alors, il dit, il y a de profondes réflexions dans vos romans. J'ai énormément apprécié Elias et les dupes. Monsieur Hassan Tabal, dit, l'invité est d'une implacable lucidité. Compliment. Merci. Alors, il y a aussi pas mal de commentaires. Il y a Ikralis qui vous pose une question. Ikralis, qui est une habituée très fidèle. Avez-vous connu l'école française avant l'indépendance de l'Algérie? Non. Je n'ai pas connu l'école française et j'ai toujours été scolarisé dans l'école algérienne, au niveau de l'école algérienne, et j'en suis très fier. Super. Alors, Monsieur Ahmed Benzelikha, je confirme ce que aussi Monsieur Omar Khanouf avait dit, ainsi que les membres ici présents par rapport à vos romans. J'ai beaucoup apprécié votre plume, votre écriture. Merci. J'ai voyagé dans vos romans. Je vous le dis sincèrement, j'avais déjà chroniqué Elias et il me reste la chronique de Les Dupes et Rendez-vous au Mont Saint-Michel. Je dois vraiment les mettre sur mon compte Insta. J'ai beaucoup aimé et j'avais mentionné un point. J'avais dit qu'en lisant vos romans, je ne sais pas pourquoi, c'est vrai qu'on a en voyage, c'est mélangé entre l'historique, fiction, historique, et ça m'a emmené vers le style de Amin Malouf. Et je disais, je retrouve le Amin Malouf algérien. Je ne sais pas si j'exagère ou pas, parce qu'on vous a déjà dit ça, mais vous avez une plume qui nous fait voyager. D'ailleurs, je vous félicite. Monsieur Ahmed Benzelikha, si je vous pose la question, dans quelle catégorie, dans quel genre vous classez vos romans? Ils sont dans quel genre vos romans selon vous? Vous savez, je ne me suis jamais posé la question et puis je suis quelqu'un d'assez libre, c'est-à-dire que je ne classe rien. Bon, bien sûr, je ne suis pas, disons, désordonné jusqu'à un certain point, mais c'est-à-dire que je ne cherche pas à catégoriser
C'est-à-dire, je ne catégorise surtout pas les gens. Vous voyez, je pense que c'est une qualité peut-être, c'est une des rares qualités que je pourrais avoir. Euh, Lorsque j'aborde les gens, je n'ai pas d'a priori. Et ça doit être la même chose pour les livres. C'est-à-dire que je ne me dis pas, tiens, euh, celui-ci doit être comme ci, comme ça, et puis celui-là, il doit être un peu comme ci, comme ça. Non, je suis toujours ouvert aux autres, je suis toujours, disons, curieux des autres. Je suis, je dirais, d'une certaine manière, philanthrope. J'aime les êtres humains. Je trouve que c'est des gens tout à fait exceptionnels. Et bon, en tant que croyant, c'est des créatures divines exceptionnelles. Euh, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même, puisque il a bien demandé aux anges de se prosterner devant cette belle créature. Et je pense que nous devrions, vis-à-vis de nous-mêmes, réhabiliter l'être humain. Parce que en réhabilitant l'être humain, quel qu'il soit, nous nous assurons une certaine dignité vis-à-vis d'abord de nous-mêmes. Et puis ce respect de l'autre, des autres, de ceux qui nous sont proches, mais aussi de ceux qui sont complètement différents, y compris ceux que l'on pourrait considérer comme des adversaires. Et donc, pour en revenir à votre question, je ne me suis jamais posé la question de savoir dans quelle catégorie. J'ai du mal d'ailleurs à les catégoriser, à les installer dans un genre. Mais je vois certaines personnes me dire, par exemple, que tel roman est plutôt un roman d'anticipation, de policière, fantastique. Pour la Ruqya, j'ai eu, par exemple, beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est un roman fantastique parce que c'est l'histoire du fantôme de Cervantes qui revient pour hanter un jeune Algérien. Euh, Bien, la Ruqya de Cervantes, c'est un roman euh, que j'ai eu beaucoup de plaisir, lorsque je vous disais que tout part finalement de l'envie, du plaisir, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, l'histoire n'est pas une histoire très très plaisante. Il y a beaucoup, c'est plutôt une sorte de drame. Il y a des personnages un peu particuliers, euh, tragiques, je dirais. Mais c'est un roman peut-être qui m'a conduit à parler de choses qui, quelque part, m'ont rendu heureux. J'ai parlé, par exemple, d'une ville que j'aime beaucoup, Dallas, et qui est au centre du roman. Et puis, vous parliez, par exemple, de genre, de catégorie. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui viennent toujours avec des a priori, avec des idées, je dirais, préconçues. Alors, pour la Ruqya, par exemple, comme le Dallas était au centre du roman, ben, beaucoup de gens sont venus me dire, et bien sûr, vous êtes de Dallas. Alors que je n'ai absolument rien à voir avec Dallas. Dallas, je l'ai découverte il y a seulement quelques années. J'avais été enthousiasmé par la beauté et puis par surtout l'atmosphère qui règne au niveau de la ville. Il y a beaucoup de raccourcis. Moi, je trouve que socialement, je ne porte pas de jugement. Hein. C'est une observation comme une autre, et qui n'est pas une observation scientifique. Nous fonctionnons beaucoup aux préjugés. C'est-à-dire que on se dit voilà, et on a toujours l'impression que beaucoup de personnes sont dans une sorte de compétition qui est un peu plus malin que l'autre, qui peut deviner finalement qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. Il y a cet état d'esprit que personnellement je n'aime pas beaucoup. Mais bon, je l'accepte. Je l'accepte parce que les personnes aussi ne peuvent pas être identiques. Et puis il faut être tolérant. Il y a des gens qui peuvent être bien, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien. Et donc c'est un peu ces histoires de préjugés qui sont, par exemple pour la fontaine de Sidi Hassan, le, un des héros s'appelle Damohand et il est de Kabylie.
Et donc, j'ai eu aussi droit à la même question qui ressemble un peu à celle concernant Delès. Vous êtes kabyle, vous êtes de Kabylie? Non, je ne suis pas kabyle, je ne suis pas de Kabylie, quoique j'aime beaucoup la Kabylie, comme toutes les régions d'Algérie. Et donc, je pense qu'il faut aller au-delà des préjugés, des catégories. Je vous disais tout à l'heure, je dirais si s'il faut véritablement classer ces romans dans fi khana min al-khanat, ça sera celle du plaisir. Du plaisir. C'est des romans où j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire et puis à m'exprimer. Voilà. Et puis si je peux partager un peu de mon enthousiasme avec mes amis lecteurs, tant mieux. Ah ben super, donc nous avons une nouvelle catégorie, c'est catégorie plaisir, où on trouve tous les livres de Monsieur Ahmed Benzelira. Donc, Oui, dans le c'est un rayon beau match. catégorie C'est un beau plaisir, match. C'est un beau match. Ouais. pourquoi pas? Très bien, Monsieur Ahmed Benzelira, si on parle de l'écriture, parce que il faut dire que vous avez une plume, très belle plume, et vous mettez vraiment en relief vos personnages, on les oublie pas. Moi, Elias, je ne peux pas Ouais. l'oublier. Dans les dupes, pareil. La Ria de Cervantes, c'est la même chose. Et ma question est comment est-ce que vous commencez à écrire, Monsieur Ahmed Benzelkha? Ça vous commence par une idée, par un titre, ou bien par déjà un plan déjà préparé dans votre tête? Comment est-ce que Un vous, peu quel genre d'écrivain vous êtes avant d'écrire? ben je dirais que je suis un écrivain passionné. C'est-à-dire que j'écris par passion. Et donc, je, j'ai un petit problème quand même. Euh, j'ai beaucoup d'idées qui me traversent l'esprit. Et donc, je suis parfois confronté à la idée, à écrire à griffonner sur un papier, soit sur le smartphone, soit avec le dictaphone, essayer un peu de retenir ces idées-là. Et parce que, vous savez, l'imagination, c'est quelque chose qui vous traverse. À un certain moment, vous avez l'impression que il y a une histoire, il y a des personnages, il y a une trame, tout est fini pratiquement, qui vous traverse. Et vous en sortez en quelque sorte transformé. Vous êtes prêt à écrire le livre en question. Et vous l'écrivez avec passion. C'est-à-dire que euh, je ne sais quel grand écrivain avait parlé du fait que il y avait beaucoup d'efforts à fournir. Je pense que c'est Victor Hugo, je pense que c'est lui. Et je ne me souviens pas très bien de la citation, mais peut-être que nos amis pourront s'en rappeler. Euh, je pense qu'il avait établi un certain pourcentage entre le travail lui-même, la sueur, et l'inspiration. Pour ma part, disons que je ne sens pas l'effort, c'est-à-dire que tout vient de manière tout à fait naturelle. Je vous parlais de dents tout à l'heure, peut-être il faudrait revenir vers l'idée de dents. Mais en même temps, ça rejoint un peu, ça rejoint à chaque fois ma propre personnalité et puis les idées auxquelles je crois, mes convictions, mes principes, mes valeurs. Parce que je pense que c'est toujours à l'aune des principes et des valeurs qu'on juge la qualité d'abord d'un être, mais aussi d'un écrivain. Mais ça n'a rien à voir avec cette approche réductrice qui s'attache à je ne sais quoi, aux mœurs, à ceci, à cela. Je pense qu'il faut être un peu au-dessus de tout cela et aller vers l'essentiel. C'est-à-dire que comment est-ce que, avec ce que Dieu a bien voulu nous octroyer
comme possibilité, s'exprimer et puis proposer quelque chose aux autres. Je pense que c'est ça, à mes yeux, bien sûr. Chacun, je vous disais tout à l'heure, chacun a son propre parcours, a sa propre personnalité, a sa propre approche. Et donc, tout ce que je dis là n'engage finalement que ma petite personne. Euh, c'est Oui, quelque c'est une chose confiance. euh, que j'exprime un peu comme une opinion personnelle. Ça n'a rien à voir avec une approche, disons, empirique ou pire, scientifique. Oui. Et est-ce que Ahmed Ben Zelika écrit tous les jours? Est-ce que c'est tous les Euh, jours que vous écrivez? je dirais toutes les nuits. Là, j'ai la possibilité, disons, d'écrire la nuit parce que euh, je ne sais pourquoi, depuis très jeune, je vous disais tout à l'heure que lorsque j'étais jeune, je dévorais pratiquement un livre par jour. Peut-être il aurait fallu préciser un livre par nuit. Je dors très peu et je n'aime pas dormir. Donc, il y a des gens qui aiment dormir, mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas tellement dormir. Donc, je dors peu et je dirais oui. J'écris pas seulement, disons, des romans, de la littérature ou des choses qui sont destinées à être publiques. J'écris aussi pour moi-même, pour écrire, pour le plaisir d'écrire, parce que c'est un plaisir. Et puis j'aime bien, c'est une activité. J'avais un ami qui est toujours mon ami d'ailleurs, même s'il y a très longtemps qu'on ne s'est pas vu, il est établi à l'étranger, qui m'étonnait toujours lorsque nous étions jeunes, nous étions en première année au collège, peut-être en première année secondaire, et puis le week-end venu, euh, j'allais j'allais l'appeler pour que nous puissions sortir, jouer, jouer au foot ou faire du vélo. Et il me disait, bon, excuse-moi Ahmed, je vais tarder un peu, j'ai encore quelques exercices à faire. Et cet ami qui se prénomme Iqbal avait pour passe-temps et pour plaisir, je dirais, de résoudre des exercices de mathématiques. Moi, je n'ai jamais eu à avoir ce penchant, cette, euh, ce goût pour les mathématiques, même si je, par ma formation, je suis aussi financier. Mais ce goût de prononcer pour les maths, je ne l'ai jamais eu et il m'a toujours étonné, cet ami, et il devrait peut-être, lui aussi, être étonné aujourd'hui en m'entendant dire que je passe, si vous voulez, mes instants de loisir à écrire. Et donc, euh, on peut très bien avoir du plaisir à résoudre des exercices de mathématiques, comme on peut avoir du plaisir à écrire tout simplement. Et j'aime écrire, et donc ce n'est pas quelque chose de contraignant pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Ben Zelika. Nous notons que vous écrivez donc tous les soirs et pas Oui. forcément pour vos romans, mais même pour vous-même déjà, Oui. pour le plaisir. Et Oui. il n'y a pas plus Et puis beau pour que coacher un d'entendre un peu, écrivain dire, oui, et puis peut-être aussi pour que, disons, le temps qui va de l'avant puisse aussi, disons, nous condamner à un certain moment à nous en aller. C'est ainsi. Et donc, quelque part aussi, on s'est dit, bon, tant que je suis en bonne santé, tant que je peux le faire, tant que j'ai des idées, j'ai un stylo, j'ai un portable aussi, puisque aujourd'hui, même si je préfère écrire plutôt au stylo, mais on peut le faire aussi sur un téléphone intelligent. Et donc, on a tout ça, tous les moyens, et puis avoir aussi tout son esprit, parce que bon, on peut du jour au lendemain ne plus avoir ces privilèges qui sont des privilèges, ne l'oublions pas. La santé mentale aussi, et se retrouver peut-être dans une situation
on aurait à regretter d'avoir un peu perdu son temps à faire des choses pas très intéressantes, comme dormir. Je partage votre avis, tout à fait, Monsieur Ahmed Bouzeleika, qui n'aime pas trop dormir. Il préfère veiller et écrire. Vous avez raison. Monsieur Ahmed Bouzeleika, ça c'est votre dernier roman, donc Oui, Rendez-vous au Mont Saint-Michel, paru en 2023. Est-ce que c'est possible de nous donner un pitch de, oui, voilà, de max 2 minutes pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais sans spoiler, hein. Juste brièvement, un petit résumé de ce très livre bien, pour au ceux qui n'ont pas contraire, encore lu. au contraire, je vais essayer euh, d'attiser la curiosité de nos chers lecteurs et lectrices potentiels. Euh, L'histoire est d'abord d'un jeune subsaharien qui se prénomme Gnawi. Gnawi va essayer d'aller au nord. Il se retrouve dans un centre de rétention à Ibiza. Ibiza, entre-temps, parce que le roman se déroule dans un proche avenir, est devenue la capitale de l'alliance, de la nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance entre les pays européens et les pays du Golfe. Et la capitale de cette nouvelle alliance est Ibiza. Il se retrouve donc à Ibiza et en même temps, en parallèle, toujours à Ibiza, il y a la présence d'un mystérieux personnage qui s'appelle Maître G. Maître G est à la tête d'une secte mondiale. Cette secte veut que le monde change, que le monde aille vers de nouvelles croyances. Et elle a pour premier projet de s'attaquer à la statue de l'archange Michael, j'allais dire Michel-Ange, au-dessus de, du mont Saint-Michel. Gnawi se retrouve suite à certains, disons, à certaines intrigues au sein de la milice de cette secte. On s'attend à ce que Gnawi joue un rôle particulier. Va-t-il être du côté de Maître G et donc permettre à ce qu'il y ait finalement le triomphe du démon, ou va-t-il en revanche être du côté du bien et s'inspirant du symbole du faucon gris, être au service de la milice de Dieu? Telle est la question. Et la réponse se trouve au niveau du rendez-vous au Mont Saint-Michel. Merci beaucoup, c'est très Merci à vous. attrayant. Bien sûr que c'est curieux. Il y a encore deux dernières questions avant de clôturer avec vous le live, Monsieur Ahmed Benzelliha. Alors, il y a Ashi Zaza ici dans le chat qui vous dit, et c'était aussi ma question, y a-t-il des projets d'écriture en perspective pour 2024 ou 2025? Je complète. Oui, oui, oui. Effectivement, il y a, il y a, il y a, il y a des, il y a, si vous voulez, des deux romans qui sont prêts, qui sont enfin prêts. On va essayer un peu de les peut-être fignoler, les proposer à l'édition. Je n'en dis pas plus. Très bien, parfait. Ce sera un roman ou pas? Je suis question. Ce sera des romans, enfin, ce sera un roman? Oui, oui, deux romans, j'ai bien dit deux Roman. romans. Deux Nous romans, avons oui. atteint.
Très bien. Inch'Allah. Une question qui m'intrigue lorsque j'ai lu vos romans, Monsieur Ahmed Ben Zalikha. Je remarque, désolée encore une fois, il y a coupure d'électricité à mon niveau, mais on continue. Alors, je remarque dans La Fontaine de Sidi Hassan, c'est ça? Oui. La Fontaine de Sidi Hassan, Elias, les dupes, la Ruqya de Cervantes et puis le Mont Saint-Michel, c'est toujours des héros mâles. Il n'y a Ah, pas d'héroïne. Pourquoi vous choisissez toujours des héros masculins, Monsieur Ahmed Ben je vais Zalikha? répondre à votre question. Bah, il y a aussi des héroïnes quand même Comme dans dans Elias aussi, il y a une héroïne. Enfin, oui, mais non, non, pas véritablement dans Elias, qui est un peu particulier, mais dans la Fontaine, par exemple, il y a Hasna. Il y a Hasna, mais elle n'est pas centrale, effectivement, mais il y a Hasna qui est quand même très présente. Et pratiquement dans chaque chapitre. Il y a Hasna quand même dans. Maintenant, vous faites bien de me poser cette question parce que moi, je voudrais j'ai pour projet, vous avez peut-être un petit don de voyance, j'ai pour projet d'écrire un roman avec comme personnage central une héroïne, véritablement une héroïne. Euh, mais il faudrait pour cela que je puisse me mettre un peu j'allais dire dans la peau, c'est l'expression, dans la peau d'une femme. Et je vais essayer finalement de voir comment est-ce que euh, une femme pourrait être confrontée à grâce à sa, comment dirais-je, à sa sensibilité, à sa manière de voir les choses. Parce que j'ai remarqué en lisant, par exemple, les romans écrits par les romans ou autres, les nouvelles, les recueils de poésie aussi, que les femmes ont une sensibilité particulière. C'est-à-dire que on ne parle pas du fait que les hommes aussi ont une sensibilité, mais je dirais que les sensibilités ne sont pas forcément les mêmes. Et j'ai essayé d'ailleurs, lorsque j'ai écrit, là, puisque vous évoquez un peu les héroïnes, que ce soit euh, Hasna ou Jazia dans la Ruqya de Cervantes, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait aussi une, une réflexion euh, autour, si vous voulez, du parcours féminin du personnage. Du parcours féminin, je m'en explique. C'est-à-dire que euh, les femmes ont beaucoup, les hommes aussi, mais les femmes de manière différente, ont beaucoup à souffrir, si vous voulez, de certains aspects sociaux, des, des, des pesanteurs sociales, je dirais. Et donc, ces aspects font que les femmes n'ont pas finalement les mêmes facilités que les hommes. Il y a des inégalités flagrantes qui sautent, si vous voulez, à l'œil de l'observateur, même s'il n'est pas très attentif. Et donc, ces héroïnes, pour bien prononcer, euh, sont, sont toujours euh, des héroïnes qui ont une réflexion sur leur parcours. Par exemple, si vous prenez Hasna dans La Fontaine de Sidi Hassan, Hasna explique comment est-ce qu'elle vit dans une société finalement qui n'est pas, qui est masculine et qui oblige la femme à un rôle secondaire. Je l'écris et Hasna le dit, elle l'exprime. Hasna n'a pu finalement être ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme consciente, une femme qui peut porter un jugement sur sa condition et sur la condition sociale féminine,
que grâce à son père. C'est son père qui lui a permis de, d'être instruite, d'accéder au savoir. Et encore une fois, je souligne un peu l'importance du savoir d'un côté et de l'activité économique, de l'activité professionnelle pour les femmes. Parce que la promotion de la femme ne peut se faire que à travers notamment ces deux aspects. Et donc, Hasna, c'est un personnage féminin qui est très important euh, dans la fontaine de Sidi Hassan, dans le roman. Et puis, la même chose pour la Ruqya de Cervantes. Même si Braham paraît comme étant, si vous voulez, un peu le sujet du roman, mais l'héroïne véritable est en fait une héroïne problématique, c'est Jésia. Pourquoi Jésia je ne veux pas gâcher un peu Oui, justement. Voilà, l'intrigue du roman, mais Jésia a été confrontée à des aspects pas très jolis durant son enfance. Et donc, elle revient sur ces aspects-là lorsque elle commence à vouloir choisir entre deux hommes, entre Malek et Yassine. Là, vous avez un petit clin d'œil à la littérature algérienne. Et donc, il fallait qu'elle choisisse entre l'ange et le mauvais garçon, et donc entre Malek et Yassine, tout en ayant derrière elle son passé de souffrance, son passé assez complexe. Et en cela, la Ruqya de Cervantes est aussi une réflexion sur la société, parce qu'on ne peut pas véritablement écrire, même si on essaie, si vous voulez, de s'éloigner de la réalité, mais on ne peut pas ne pas répondre aux questions que pose la réalité, au questionnement de la réalité. Et la réalité, parfois, n'est pas très jolie, comme je le soulignais pour le passé de Jésia. Et donc, vous voyez que les personnages féminins sont quand même présents et assez. Maintenant, si vous voulez, un héros au sens propre du terme, j'y pense et je pense que je pourrais le faire prochainement. Mais j'essaie un peu de travailler un peu le personnage féminin parce que n'étant pas femme, je ne peux qu'essayer de me mettre à la place des femmes. Et je pense que c'est une expérience qui est déjà pour moi très très intéressante parce que on se met. Vous disait tout à l'heure, vous voyez un peu finalement tout se rejoint. Qu'il faut toujours respecter l'autre, essayer de se mettre à sa place, même si bon, il est différent, même s'il est autre. C'est le cas aussi pour le fait que nous puissions nous mettre à la place des femmes, nous hommes. Si dans le monde ou dans la société, je l'ai toujours souligné publiquement, dans la société où nous vivons, il est extrêmement difficile d'être femme. Oui. Si vous sortez dans la rue, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que en étant homme, on se dit mais c'est l'enfer, c'est pas possible. Et je partage. Je n'ai que malheureusement que cela à partager cette souffrance que doivent éprouver les femmes, même si elles essayent un peu d'être au-dessus, mais je vois comment est-ce que dans la rue les femmes sont dérangées, accostées, insultées, et puis de nouveaux comportements qui apparaissent. Je suis désolé de souligner. J'ai vu 2 fois de suite ici à Alger dans la rue des jeunes qui s'essayent à toucher des jeunes filles en pleine rue, des jeunes filles qui ne connaissent pas. Et puis il n'y a pas de réaction de la part de l'environnement. Il faut réagir.
réagir. Je pense que l'un des enseignements de notre religion est d'intervenir dans ce genre de choses. On le voit dans les transports publics, par exemple. On voit des comportements. Puis les gens aujourd'hui sont devenus indifférents. Il faut quand même qu'on sorte de cette indifférence. Lorsque il y a quelque chose qui impose que tombe sur le madloum, il faut le faire. Voilà. Est-ce que c'est cette lâcheté nouvelle pour nous? Voilà, donc Tout à fait d'accord j'y pense avec vraiment. vous, Ahmed Ben Je pense Zaliha. vraiment, mais je pense qu'il faut aussi essayer d'aller au-delà de la caricature, c'est-à-dire de faire un personnage féminin qui soit véritablement convaincant et avec toute sa complexité, avec toute cette manière d'être qui fait que une femme ne soit pas un homme. Très bien, ben, nous avons hâte de découvrir vos Oui, prochains romans où il y aura oui, aussi une héroïne oui, principale. oui, oui. Merci pour tout ce partage, Monsieur Merci Ahmed à Ben vous, merci Zaliha. Vous avez d'avoir été été très attentif à mes propos et puis merci à nos amis qui nous ont suivis et qui m'ont fait l'honneur d'être présents avec moi ce soir. tout à fait. Malheureusement, Ici, il y aura des, nous sommes dans le virtuel, un peu loin les uns des autres. Sinon, on s'arrête comme oui. tous autant que vous sommes pour euh, il est tard, donc un dîner. Un dîner, شريتها شرطوخة إن شاء الله مازالوا ليا مازالوا ليا. super. Ben, l'intention vaut l'action. Pour nous, ça a été fait. Merci beaucoup, Merci, Monsieur Ahmed merci, Ben Zaliha. Merci merci, pour merci beaucoup. cette courtoisie, cette gentillesse et simplicité surtout. Nous avons Enfin, découvert l'auteur ce soir. Nous avons découvert le côté, le parcours professionnel, un peu académique, le parcours littéraire et livresque de Monsieur Ahmed Ben Zaliha. Et vous avez beaucoup de casquettes. Merci pour tout ce que vous faites. merci à vous. Merci pour les romans que vous nous offrez à chaque fois. Il y a Merci de dans le l'aider. chat plusieurs questions. Si c'est Oui, possible, Monsieur Ahmed Ben Zaliha, quand oui, vous oui, je aurez le réponds. temps de Oui, répondre à nos amis. avec plaisir. Euh, voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'être présents ce soir. Merci à tous les membres, encore une fois. Je vous laisse le dernier mot, Monsieur Ahmed Ben Zaliha, avant de clôturer. Bah, le dernier mot, je dirais, un message d'espoir et d'espérance. Soyons optimistes, soyons au service des autres, aimons-nous les uns les autres, soyons unis. Et je pense que c'est le meilleur des messages qui puisse nous aider à aller toujours de l'avant. Voilà. Tout le bonheur Merci pour tout le infiniment. monde. Allah. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Ben Zaliha. Je vous dis Merci à vous. à bientôt, Inch'Allah, pour un autre futur roman. Merci à tous les membres. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci encore. Au revoir. Au revoir.